Salut, je suis Arlin. 17 ans. C'est le temps que ma famille a fait semblant que je n'existais pas. Ils louaient mon frère comme un roi tandis que j'étais l'ombre sur chaque photo de famille. Le nom que personne ne prononçait à voix haute. Quand grand-père est décédé, ils pensaient que la couronne atterrirait sur la tête d'Elias, comme toujours. Mais ils ne savaient pas que grand-père m'avait tout laissé, l'entreprise, le domaine. Et quand je suis entré dans la salle d'audience, mon père m'a ri au nez. Pauvre perdant pathétique. Dehors. Puis l'huissier a dit, tout debout pour le juge qui préside. Et soudain, je n'étais plus leur déception. J'étais celui qui tenait le marteau. Mais ce qu'ils ont fait ensuite, c'est là que la vraie histoire commence. Le palais de justice sentait le chêne poli et le sel du vent du port venant de l'extérieur. Je me tenais dans le couloir, fixant les lourdes portes en acajou qui me séparaient de ma famille. Leur voix s'échappait par les fentes. Des rires, un son trop familier, trop cruellement chaleureux pour m'appartenir. Je reconnaissais chaque ton, la certitude retentissante de mon père, l'accord prudent de ma mère, et Elias, toujours Elias, parlant comme un homme qui croyait que le monde lui devait l'air qu'il respirait. Ma main a survolé la poignée de la porte. 17 ans que je n'avais pas entendu ces voix au même endroit. Je me suis dit que j'étais prêt, mais mes doigts tremblaient quand même. C'est drôle comme, même à 39 ans, l'enfant qu'ils ont ignoré vit encore quelque part en vous, attendant d'être reconnu. J'ai fermé les yeux et pendant un instant, j'ai eu à nouveau 10 ans. Le matin de Noël, du papier cadeau partout, mon frère brandissant un vélo tout neuf pendant que je dépliais une paire de chaussettes. Tu comprendras quand tu seras plus grand, avait dit ma mère, son sourire doux mais distant. Elias faisait des tours dans le salon tandis que papa l'appelait, champion. Je me souviens avoir pensé, je suis dans la même pièce, mais c'est comme si j'étais invisible. Le son des rires dans le présent m'a ramené à la réalité. J'ai ajusté ma cravate. Noir, bon marché. Acheté hier dans un magasin local. Le vendeur m'avait demandé si c'était pour un enterrement. D'une certaine manière, c'était le cas. La réceptionniste a levé les yeux de son presse-papier alors que je m'approchais. Non, Arlin Gage. Elle a feuilleté les pages, ses sourcils se sont froncés. Oh, vous êtes ce Gage. J'ai failli sourire. Je suppose que oui. Quand je suis entré, la pièce est devenue silencieuse, juste assez longtemps pour que je sente le poids de chaque regard. La mâchoire de mon père s'est crispée. Ma mère a fait semblant d'arranger son chemisier. Elias s'est penché en arrière dans sa chaise, ce sourire facile ne quittant jamais son visage. Tu ne devrais pas être ici, a marmonné mon père. C'est une affaire de famille. J'ai croisé son regard. C'est ce que j'ai pensé pendant 17 ans. Personne n'a répondu. L'avocat, un homme plus âgé avec des lunettes pointues, a toussé maladroitement et a fait un geste vers la table. Monsieur Gage, vous pourriez vous asseoir. La pièce ressemblait à toutes les salles d'audience dans lesquelles j'avais travaillé, sauf qu'elle était plus froide. Les murs en acajou semblaient se refermer. Le portrait de mon grand-père était accroché légèrement de travers sur le mur du fond. La poussière s'était déposée sur le cadre, ternissant la plaque de laiton avec son nom. J'ai traversé la pièce et je l'ai redressée. Laisse ça, a aboyé mon père. Il est parti. J'ai baissé lentement la main. Pas tout à fait, ai-je dit doucement en prenant ma place. L'avocat a brassé les papiers. Si nous pouvions commencer. Mais avant qu'il ne puisse commencer, Elias a parlé. Ne faisons pas traîner ça. Nous savons tous comment ça se passe. Je l'ai regardé. Le même sourire confiant, la même arrogance qui lui a tout apporté dans la vie. Il n'a pas reconnu la façon dont je le regardais en retour. C'est le truc avec les gens qui vous effacent. Ils ne s'attendent jamais à ce que vous reveniez avec le pouvoir. Alors que l'avocat commençait à lire, les mots résonnaient dans la pièce aux boiseries. Mon père s'est penché en arrière, les bras croisés, portant la certitude d'un homme qui avait déjà gagné. Ma mère s'est tamponné les yeux comme si elle jouait pour une caméra qui n'était pas là. Puis l'avocat s'est raclé la gorge. Et à mon petit-fils, Arlin Gage. La pièce s'est figée, une chaise a raclé le sol. Elias a cessé de sourire. Ma mère a levé brusquement les yeux. Mon père a froncé les sourcils comme si le nom n'avait aucun sens. L'avocat a continué, je laisse la participation majoritaire dans Gage Maritime Holdings et le domaine en bord de mer à Kennebunkport. Silence. Lourd et complet.
Mon cœur ne s'est pas emballé. Je n'ai pas souri. J'ai juste regardé la table, traçant le grain du bois avec mon pouce. Il est peut-être parti, mais son testament est sur le point de parler plus fort que vous tous. L'avocat a posé les papiers. Cela conclut la section principale. Je pouvais sentir leurs yeux me brûler. Pendant des années, j'avais été l'échec, le paria, le fils qui n'appartenait pas. Maintenant, en une seule phrase, mon grand-père avait tout réécrit. Mon père s'est penché en arrière, le vieux sourire narquois revenant sur ses lèvres. C'est une erreur de frappe, dit-il lentement. Corrigez-la. La voix de mon père a traversé le silence comme une fissure nette dans du verre gelé. Vous m'avez entendu, dit-il, son ton montant. Lisez cette partie à nouveau. L'avocat a hésité, ses doigts tremblant légèrement alors qu'il retournait les papiers, ses lunettes glissant sur l'arête de son nez. Le testament stipule clairement, commença-t-il, sa voix calme mais prudente, que la participation majoritaire dans Gage Maritime Holdings, et tous les actifs qui l'accompagnent, iront à Monsieur Arlin Gage. Vous voulez me dire que cet étranger obtient tout? Les mots de mon père ont rebondi sur les murs de marbre. L'écho a persisté. Même les mouettes dehors semblaient se taire. Je n'ai pas bougé. Mes mains sont restées jointes sur la table, paume ensemble comme si je priais pour la patience plutôt que pour la pitié. On m'avait dit cette phrase toute ma vie. Tu n'es pas du calibre des Gages. Le ton avait toujours été le même. Méprisant, froid, final. Maintenant, l'homme qui avait transformé cette phrase en arme perdait son emprise. Ses doigts se sont crispés sur la coudoir. Pas à cause de l'âge, mais à cause de quelque chose qu'il ne pouvait plus contrôler. Elias s'est penché en avant, à moitié souriant, à moitié confus. Papa, il bluffe. Il n'y a aucune chance que grand-père lui ait confié autant d'argent. Pas lui. Mon père a de nouveau fixé l'avocat du regard. Montrez-moi la date. 6 mois avant le décès de Monsieur Henri Gage, a répondu l'avocat. Il a été mis à jour personnellement, notarié et attesté. La copie originale a été scellée à sa demande. 6 mois. Cela signifiait que grand-père savait qu'il manquait de temps. Et pourtant, il a fait le choix lui-même. Elias a ricané. Allez, papa. C'est ridicule. Il est parti à l'université et n'est jamais revenu. Il ne sait même pas comment cette famille fonctionne. J'ai inspiré lentement. La pièce sentait la poussière, le vieux vernis et la tension. C'est parce que cette famille ne fonctionne que d'une seule manière, ai-je dit. La vôtre. Le sourire d'Elias s'est estompé. Tu te crois meilleur que nous parce que tu joues au juge en robe noire? Je l'ai regardé. Non, je pense que j'ai finalement appris à vivre sans avoir besoin que vous me voyiez. Son rire était vif, mais j'ai vu la lueur de peur derrière. Il ne s'attendait pas à ce que je paraisse calme. Il s'attendait aux garçons qui se pliaient sous leurs mots. Pendant un moment, je suis retourné à ce jour à l'université. J'étais debout dans la cuisine, tenant une lettre, une bourse complète pour la faculté de droit de Columbia. Mon père l'a lu une fois, puis l'a déchiré en deux. Tu travailleras sous Elias, a-t-il dit. C'est là que tu appartiens. Je me souviens du son du papier qui se déchire. C'est le jour où je suis parti avec une valise et $20 en poche. Je n'ai jamais regardé en arrière. La voix de l'avocat m'a ramené. Les actifs s'élèvent à environ 74 millions de dollars, y compris l'entreprise, le domaine et les biens personnels. Mon père a frappé la table de sa main. Je veux voir l'original. Vous l'avez déjà, a dit l'avocat doucement. Elias s'est penché en arrière, secouant la tête. C'est insensé. Puis il a gloussé, bas et cruel. Tu ne peux pas sérieusement croire que grand-père a laissé tout ça à lui. L'homme est à peine rentré pour Noël. J'ai sorti un petit dossier de ma mallette. Je l'ai posé doucement sur la table et je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une copie notariée avec l'écriture de grand-père en bas. Pour celui qui n'a jamais été vu, mais qui a toujours été juste. Les mots sont restés suspendus. Je les ai légèrement tracés avec mon doigt. Je me suis souvenu de la façon dont grand-père me regardait à table quand personne d'autre ne croisait mon regard. Il y avait toujours eu quelque chose de complice dans son silence. La respiration de mon père est devenue plus lourde. C'est du non-sens sentimental, a-t-il lancé. Puis il a sorti un autre dossier de sa mallette en cuir. Voici le vrai testament. Mis à jour 2 semaines plus tard.
Signé, scellé, attesté. L'avocat a froncé les sourcils. C'est inhabituel. Je n'ai pas été informé d'une deuxième mise à jour. Je me suis penché en avant. Puis-je? Il a hésité, puis a fait glisser les papiers vers moi. Mon père a souri narquoisement alors que je les dépliais. Tu vois? Henri a corrigé son erreur avant de mourir. J'ai étudié la page. La signature était proche, douloureusement proche, mais elle était là. Une minuscule hésitation dans le H de Henri. La main de grand-père avait toujours bougé d'un seul trait net. Et la tache de café, pâle, chevauchant l'encre. Elle n'avait rien à faire là. Grand-père ne buvait jamais de café près des papiers. Il utilisait toujours du thé. Mon père attendait que je réagisse, que je vacille. Au lieu de cela, j'ai plié soigneusement le document et je l'ai fait glisser vers lui. Intéressant, ai-je dit. Elias a ri. Il est sans voix. On dirait que cette robe ne lui a pas appris à perdre. À l'intérieur, mon esprit tournait déjà. J'avais notarié assez de documents dans ma vie pour reconnaître un faux, et celui-ci était amateur. Il a utilisé mon propre métier contre moi, ai-je pensé. L'arrogance de mon père a des empreintes digitales. L'avocat s'est agité inconfortablement. Ma mère s'est de nouveau tamponné les yeux, faisant semblant d'être fragile, mais ses mains étaient stables. Elle savait quelque chose. Ils savaient tous quelque chose. Je n'étais pas prêt à l'exposer. Pas encore. Laissez-les croire qu'ils avaient le dessus. Laissez-les se détendre. Construire leur mensonge plus haut. Le rendre plus grandiose. Mon père s'est penché en avant jusqu'à ce que je puisse sentir son eau de Cologne, la même marque qu'il avait portée toute ma vie. Tu penses que cette robe te rend égal, dit-il, sa voix un grognement bas. Tu es toujours mon fils. J'ai croisé son regard, sans ciller. Plus maintenant. Il s'est figé. Pour la première fois depuis des années, il ne savait pas quoi dire. L'avocat a rapidement rassemblé ses papiers, sentant que la tension était sur le point de craquer. Peut-être devrions-nous nous réunir à nouveau demain, a-t-il dit. Personne n'a bougé. Je me suis levé lentement de ma chaise, j'ai redressé ma veste et j'ai pris mon dossier. Laissez-le construire son mensonge plus haut, ai-je pensé. Plus il est haut, plus dure sera sa chute. Dehors, la lumière du couloir avait changé. Les ombres de l'après-midi s'étiraient sur le sol en marbre. L'air semblait plus froid en sortant, mais mes mains ne tremblaient pas. Je savais déjà ce que je devais faire ensuite. Cette nuit-là, je suis allé à la maison de grand-père une dernière fois, où j'ai trouvé la preuve qu'il pensait que je ne verrais jamais. La pluie venait de commencer à tomber au moment où j'ai quitté la route principale en direction de la vieille maison de Cap Elizabeth. Les phares se sont posés sur des aiguilles de pin humide et la boîte aux lettres écaillées qui indiquait encore « H. Gage ». Je n'étais pas revenu depuis l'enterrement. Même alors, je n'étais pas resté longtemps. Je ne pouvais pas. Il y avait trop de silence dans cet endroit. Trop de souvenirs cachés dans les coins, attendant de demander pourquoi j'étais parti et n'étais jamais revenu. Je me suis garé près du porche. Les planches ont gémi sous mon poids, comme elles l'avaient toujours fait. La porte d'entrée était coincée comme d'habitude, alors je lui ai donné ce petit coup d'épaule que j'avais appris enfant. Elle s'est ouverte avec un soupir, et je suis entré dans l'obscurité. Ça sentait les vieux livres et l'air marin. Un soupçon de tabac à pipe flottait encore dans l'air. Faible mais indubitable. L'odeur de grand-père, celle qui s'accrochait à ses pulls, ceux qu'il me laissait toujours porter, même quand maman disait qu'ils étaient trop grands. Je n'ai pas allumé les lumières tout de suite. Laissez la maison parler en premier. Le vent hurlait contre les fenêtres. La foudre a éclaté derrière les rideaux. Je me suis déplacé lentement, comme un invité dans la vie de quelqu'un d'autre. Chaque pas soulevait la poussière. Chaque craquement ressemblait à une voix. Tout était encore là. Le bol en verre de mer dans l'entrée. Les cartes encadrées de l'Atlantique. Le manteau qu'il ne portait jamais mais dont il ne s'est jamais débarrassé non plus. Je me suis dirigé vers son bureau. La pièce qu'il ne laissait personne d'autre nettoyer. La porte était fermée, et quand je l'ai ouverte, je m'attendais presque à le voir là, penché sur son bureau, un stylo à la main. Mais la chaise était vide, la cheminée froide. Sa présence, cependant, remplissait toujours l'espace comme une brume. Une note était épinglée à l'un des tiroirs avec une vieille punaise. Le papier était épais, de couleur crème.
Son écriture était indubitable, serrée, délibérée et élégante, pour celui qui se souvient de ce que les autres ont oublié. Je l'ai fixé un long moment avant d'ouvrir le tiroir. À l'intérieur se trouvait une petite boîte en bois, un journal relié en cuiré, de manière inattendue, une bougie d'anniversaire non allumée. Elle était bleue, rayée, légèrement pliée à l'extrémité. Je l'ai prise avec précaution. L'odeur m'a immédiatement frappé. Glaçage à la vanille. Je connaissais cette bougie. Je ne l'avais pas vue depuis plus de 30 ans. J'avais 8 ans. Mon anniversaire. Maman avait fait un gâteau pour Elias avec un glaçage épais et des vermicelles colorées. Le mien était plus petit, plus simple. 4 bougies. 3 étaient allumées. Une était restée non brûlée à l'extrémité. On la gardera pour l'année prochaine, avait-elle dit. J'ai attendu 1 an, puis un autre. Elle n'a jamais été allumée. Je n'ai jamais demandé pourquoi, mais grand-père l'avait gardée. Il voyait tout. Je pensais que personne n'avait remarqué, ai-je murmuré. J'ai mis la bougie de côté doucement et j'ai ouvert la boîte. À l'intérieur se trouvaient des pages volantes, des reçus bancaires et ce qui ressemblait à des documents de transfert d'actions. Mon souffle s'est coupé quand j'ai vu l'en-tête. Gage Maritime Holdings. Les dates correspondaient aux 2 dernières années de la vie de grand-père. Transfert, versement, signature légale, tout pointait vers une seule chose. Il s'était préparé à tout me transmettre bien avant de mourir. Le journal l'a confirmé. Page après page de notes. De sa main. Conversation avec des avocats, réflexion sur la succession, déception face aux décisions de mon père, et à la toute fin, une ligne écrite à l'encre noire délavée, la vérité n'a pas besoin de bruit, Arlin. Juste de preuves. Je me suis assis lentement dans sa chaise, le cuir encore chaud de mémoire. Le tonnerre a de nouveau grondé dehors. La tempête s'intensifiait, mais à l'intérieur, quelque chose était devenu immobile. Il avait tout planifié. Silencieusement, sans discours ni annonce, tandis que les autres se battaient pour le pouvoir, grand-père avait écrit la justice dans les marges. Mais la partie qui faisait le plus mal n'était pas la trahison de mon père ou d'Elias. C'était de réaliser tout ce que grand-père avait dû endurer, en regardant tout se dérouler. Il a vu comment il me traitait, comment il me rejetait, et il a attendu, confiant qu'un jour je trouverais ça. J'ai de nouveau regardé la bougie. Puis j'ai fouillé dans le tiroir et j'ai trouvé une vieille boîte d'allumettes avec le nom du restaurant où nous allions le dimanche matin. J'ai craqué une allumette. La flamme a crachoté, puis s'est stabilisée, et cette fois, j'ai allumé la bougie moi-même. J'ai regardé la petite flamme vaciller contre l'obscurité, contre la tempête qui battait les fenêtres. Elle était petite, fragile, mais stable. Ils m'ont appris le silence, ai-je pensé. Peut-être est-il temps de laisser le silence parler plus fort qu'eux. Je n'ai pas pleuré. Je n'en avais pas besoin. Pour une fois, je ne cherchais pas leur approbation. J'avais maintenant la voix de grand-père, à l'ancrer en mémoire, et c'était plus fort que tout ce qu'il m'avait jamais donné. Le matin venu, je n'étais plus le même homme qui était entré dans cette salle d'audience, et j'en avais fini de me taire. Le sommeil n'était pas venu facilement. J'avais laissé la bougie brûler jusqu'à ce que la cire s'effondre sur elle-même, l'odeur de vanille persistant comme un murmure que je n'étais pas prêt à laisser partir. Mais au moment où la première lumière a percé l'Atlantique, j'avais déjà préparé mon costume. Gris, sur mesure, une puissance tranquille. Ce n'était pas le fils qui se présentait pour un autre rejet. C'était un homme qui entrait dans une guerre qu'il n'avait pas commencée, mais qu'il était prêt à finir. Le centre-ville de Portland bourdonnait comme d'habitude. Les gens se pressaient sur les trottoirs, des lattes à la main, les conversations résonnant entre le verre et l'acier. Je me suis garé dans le parking réservé derrière Gage Enterprises, à la place qui portait autrefois le nom d'Elias. Ils avaient enlevé sa plaque après la mort de grand-père, mais ils ne l'avaient pas remplacée par la mienne. Pas encore. L'immeuble de verre se dressait au-dessus de moi, immaculé et aux arêtes vives, reflétant la ville comme s'il la possédait. Il m'a toujours semblé trop propre, trop parfait, comme la famille qu'il avait construit. Poli à l'extérieur, pourri en dessous. À l'intérieur du hall, une jeune femme en blazer a levé les yeux de son bureau. Son sourire s'est figé à mi-chemin lorsque je me suis avancé. « Bonjour », ai-je dit. « J'ai une réunion. » Elle a cligné des yeux, jetant un coup d'œil à la liste. « Votre nom, s'il vous plaît. » Arlin Gage. Une pause. Puis,
incertaine. Monsieur Gage, lequel? Je lui ai adressé un petit sourire. Celui que vous n'attendiez pas, elle m'a fait entrer. Le garde de sécurité n'a même pas levé les yeux. Alors que je montais en ascenseur jusqu'au dernier étage, j'ai regardé mon reflet dans les murs en miroir. Je n'ai pas vu le gamin qui balayait les couloirs après les heures, celui à qui on disait de se forger un caractère. J'ai vu quelqu'un qu'il ne reconnaissait plus. Et peut-être que c'était le but. La salle de réunion était pleine quand je suis entré. Les chaises étaient occupées par des cadres, des avocats et ces mêmes conseillers familiaux qui avaient passé les 2 dernières décennies à faire semblant que je n'existais pas. Victor était assis à la tête, sa cravate nouée avec précision. Elias se prélassait à côté de lui, les jambes croisées, sirotant quelque chose de cher. Mon père n'a même pas levé les yeux. « C'est une réunion privée », a-t-il dit. « Tu n'es pas invité. » J'ai marché jusqu'au bout de la table et j'ai calmement posé le dossier en cuir sur le verre. « Alors vous pardonnerez l'intrusion. » La pièce est devenue silencieuse. Chaque paire d'yeux s'est tourné vers moi comme si j'avais parlé une autre langue. Victor a finalement croisé mon regard. Qu'est-ce que c'est censé être? Une preuve, ai-je dit en ouvrant le dossier et en sortant le grand livre de grand-père. Sa main, sa volonté, ses mots. Elias a ricané. C'est un coup monté. J'ai lu la note à voix haute. L'écriture de grand-père était familière, lente et certaine, pour celui qui n'a jamais été vu, mais qui a toujours été juste. Les actions sont à lui. Que la vérité règle ce que l'orgueil n'a jamais pu. Un silence de plomb est tombé. Monsieur Rod, le directeur financier, s'est agité sur son siège. Je me suis souvenu de lui aux funérailles, trop empressé de présenter ses condoléances, trop préparé maintenant. Il s'est tamponné le front avec une serviette dessous la carafe d'eau. Je l'ai regardé. C'est vous qui avez notarié le testament révisé, n'est-ce pas? Il a ouvert la bouche, l'a refermée. La voix de Victor a changé, douce et préparée. Fils, ne faisons pas ça ici. Viens dans mon bureau. Parlons. Pas besoin de faire un gâchis devant le personnel. C'est une affaire de famille, ai-je répondu calmement. N'est-ce pas ce que vous m'avez dit hier? Sa mâchoire s'est crispée. Elias s'est penché en avant, son ton moqueur. Qu'est-ce que tu veux, Arlin? Des excuses? Une tape sur la tête? Je l'ai ignoré et je me suis tourné vers le reste de la pièce. Vous étiez tous assis ici en pensant que l'héritier avait déjà été choisi, mais grand-père a pris sa décision bien avant de mourir. Vous n'avez simplement pas pris la peine de le remarquer. Victor a allumé un cigare, expirant lentement. Tu joues encore au juge, a-t-il dit. Fais attention, tu pourrais commencer à y croire. J'ai fixé la fumée qui s'enroulait entre nous. Vous m'avez appris à mentir pour obtenir l'approbation, ai-je dit doucement. Grand-père m'a appris quand arrêter. Le moment s'est maintenu, fragile et silencieux. Victor s'est levé. Cette réunion est levée. Je n'ai pas bougé. Ce n'est pas fini. Il est passé devant moi sans se retourner. Ça ne l'a jamais été. Je suis resté seul dans cette pièce de verre et de silence. Les autres sont sortis, certains évitant mon regard, d'autres offrant des regards qui n'étaient pas tout à fait du respect, mais qui n'étaient plus du mépris non plus. Et pour la première fois de ma vie, je n'étais pas invisible à cet endroit. Mais même alors que la porte se fermait derrière le dernier costume, je ne pouvais pas m'en défaire. La douleur, cette petite douleur tenace de vouloir qu'il me regarde comme il regardait Elias, avec fierté, avec autre chose que du calcul ou du mépris. Il ne l'a jamais fait. Ce soir-là, un journaliste m'a appelé. Quelqu'un avait divulgué une histoire affirmant que j'avais soudoyé grand-père avant sa mort. Le téléphone n'arrêtait pas de sonner. Appels, messages, notifications s'empilant les uns après les autres jusqu'à ce que la lueur de l'écran peigne les murs de l'appartement d'une lumière agitée. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Je suis juste resté assis là, immobile, regardant mon nom défiler sur le bandeau d'information du soir en bas de la télévision. Le juge Arlin Gage sous enquête pour manipulation présumée d'héritage. Les mots tournaient en boucle. Je pouvais presque entendre la voix de mon père derrière eux. Calme, délibérée, victorieuse. En une journée, il avait transformé mon silence en culpabilité. J'ai coupé le son de la télévision et je me suis penché en arrière dans ma chaise, laissant le doux bourdonnement du réfrigérateur remplir le silence.
L'appartement était petit mais confortable, donnant sur Casco Bay. L'eau scintillait faiblement sous le clair de lune, la marée murmurant contre les quais. C'était censé être paisible, mais ce soir, j'avais l'impression que le monde extérieur retenait son souffle. Mon ordinateur portable était toujours ouvert sur la table. Je n'aurais pas dû regarder, mais je l'ai fait. Des commentaires. Des milliers. Juge privilégié typique. Bien sûr, il a soudoyé le vieil homme. Il est comme tous les autres. J'ai fait défiler jusqu'à ce que les mots se brouillent. Peu importait ce que les étrangers pensaient, mais d'une manière ou d'une autre, cela a quand même frappé comme un coup de poing dans les côtes. J'ai refermé le couvercle et je suis resté assis dans la faible lumière de la lampe de bureau, fixant la pile de journaux. Ils portaient tous la même histoire, le même récit que mon père avait orchestré avec précision. Un mensonge assez fort pour noyer la vérité. Mon téléphone a de nouveau sonné. Cette fois, un message d'un ancien collègue. Je suis désolé, Arlin. Ils disent qu'il y aura une enquête éthique. Tu devrais te préparer. Je n'ai pas répondu. J'ai juste expiré et je me suis frotté les tempes. La bougie de la maison de grand-père était sur le coin de mon bureau, non allumée. Sa cire avait commencé à se fissurer. Je l'ai prise, j'ai passé mon pouce sur son bord et j'ai murmuré, pas encore. J'avais besoin de quelque chose de solide, quelque chose qui ne pouvait être ni tordu ni falsifié. Et puis je m'en suis souvenu. Le journal relié en cuir. Il était resté au fond de mon placard pendant des années, toujours enveloppé dans la même ficelle que grand-père avait nouée autour le jour où il me l'a donné. Je me suis levé, j'ai traversé la pièce et je l'ai sorti d'une vieille boîte de rangement. Le cuir était usé, lisse, les coins effilochés. Quand je l'ai dénoué, une faible odeur de tabac et de cèdre s'est élevée comme s'il était encore là. J'ai tourné la première page. Son écriture, petite, délibérée, remplissait le papier. Les mêmes mots qu'il m'avait murmurés le jour de ma remise de diplôme universitaire. Garde tes notes près de toi, Arlin. La vérité s'estompe vite dans les pièces bruyantes. À l'époque, je pensais qu'il était juste sentimental. Maintenant, je savais mieux. Page après page, il y avait des entrées sur des transactions commerciales, des réunions, de petites notes écrites en sténographie que seuls lui et moi pouvions lire. Mais ce qui m'a glacé le sang, c'est une page à mi-chemin marquée d'une enveloppe pliée. À l'intérieur, une seule ligne. S'il retourne un jour le journal contre toi, souviens-toi que l'encre ne ment jamais. Ma gorge s'est nouée. J'ai tourné les pages suivantes et mon estomac s'est serré. Il y avait des photocopies, des documents d'entreprise, de vieux accords, des lettres avec la signature de mon père, mais à côté, il y avait les annotations de grand-père à l'encre rouge, de minuscules flèches, des cercles. Un mot répété plus d'une fois. Faux. Il savait. Il avait toujours su. J'ai appuyé ma main contre la page, traçant les contours délavés de ses notes. Mon père n'avait pas seulement falsifié un document pour voler l'entreprise. Il avait manipulé des papiers pendant des années, silencieusement, soigneusement, comme un homme qui pensait pouvoir déjouer le temps lui-même. La preuve était là. Mais la tenir ne ressemblait pas à une victoire. Ça ressemblait à une perte. Pendant des années, je m'étais reproché d'être parti, de ne pas m'être battu plus fort pour être vu. Mais il n'a jamais voulu un fils, seulement un reflet qui lui obéissait. J'ai fixé le journal sous la lumière de la lampe, mon pouce stabilisant. La douleur dans ma poitrine se transformait, se durcissant en quelque chose d'autre. De la détermination, peut-être. Il pense que je suis toujours le garçon qui voulait son approbation, ai-je murmuré. Laissez-le croire ça. La nuit s'est étirée. J'ai commencé à vérifier chaque document, chaque note, chaque incohérence que grand-père avait marquée. Page après page, l'histoire de la tromperie de mon père a pris forme. Transfert, signature, faux témoin. Même le nom d'Elias est apparu encore et encore. Ils étaient tous les deux impliqués. La bougie était à côté de moi, non allumée. Je me suis promis de l'allumer quand la vérité brûlerait assez fort pour être vue. Les heures ont passé. Le monde extérieur s'est estompé dans l'obscurité. Mes mains étaient tachées d'encre. Mes yeux étaient fatigués. Mais j'ai continué. Chaque preuve que je découvrais n'était pas seulement un indice. C'était un souvenir. Un fantôme de l'homme qui croyait en moi quand personne d'autre ne le faisait. Vers 2 heures du matin, je l'ai trouvé. Un document enfoui entre 2 fiches comptables.
Un transfert d'action signé par Victor et Elias, daté de 2 semaines après la mort enregistrée de grand-père. Mon souffle s'est coupé. Les bords du papier tremblaient entre mes mains. Vous ne l'avez pas seulement enterré, ai-je murmuré. Vous l'avez volé. La bougie a vacillé dans le courant d'air de la fenêtre ouverte, bien que je ne l'ai pas allumée. Pendant un moment, j'ai imaginé que c'était lui, me rappelant que le silence pouvait encore parler. À l'aube, j'avais pris ma décision. Je n'allais pas les exposer au tribunal. J'allais les laisser s'exposer eux-mêmes. Le brouillard matinal était épais comme de la soupe, s'enroulant autour des bords de la route tandis que le monde s'étirait lentement pour s'éveiller. J'ai conduit en silence, le seul son dans la voiture étant le clic rythmé du clignotant et le tourbillon régulier de mes pensées. Elias a répondu à la 2e sonnerie. On doit parler, ai-je dit simplement. Face à face. Il y a eu une pause, pas longue, mais juste assez pour mesurer l'attente. Maintenant. Je n'ai pas dit où. Il le savait déjà. 10 minutes plus tard, je me suis garé dans le garage souterrain de Gage Enterprises. Je ne m'étais pas garé dans cet immeuble depuis que j'étais adolescent, balayant ses sols pendant les vacances d'été. On m'avait dit que je devais me forger un caractère. J'ai délibérément choisi une place visiteur. Le trajet en ascenseur jusqu'au dernier étage était silencieux. Des panneaux en miroir renvoyaient le reflet d'un homme que je reconnaissais à peine. Costume gris, mâchoire crispée, yeux stables. Pas le garçon qui attendait autrefois qu'Elias lui passe des restes quand notre père faisait semblant que je n'étais pas à table. Ce garçon-là voulait appartenir. Pas moi. Elias attendait déjà quand je suis entré dans son bureau privé. Des fenêtres du sol au plafond encadraient la ligne d'horizon de Portland. Un bureau en verre, impeccable. Des portraits de famille alignés sur une étagère. Aucun d'eux ne m'incluait. Eh bien, dit-il avec ce demi-sourire caractéristique, tu t'es fait un sacré nom dernièrement, petit frère. Toi aussi, ai-je répondu en entrant davantage. La fraude, c'est pas terrible comme look, même pour toi. Il a ri légèrement. Toujours aussi dramatique, à ce que je vois. Je ne me suis pas assis. J'ai posé le dossier que j'avais apporté sur son bureau, l'ai ouvert lentement. À l'intérieur se trouvaient les documents de transfert falsifiés, clairs, indéniables, accablants. Son sourire n'a pas vacillé, mais ses yeux ont jeté un coup d'œil trop rapide. Il a tendu la main vers les papiers, les doigts hésitants. Tu viens ici avec des accusations maintenant, dit-il, la voix plus légère que sa mâchoire crispée. Papa a fait ce qu'il devait faire. Tu crois que tu peux diriger cette entreprise avec tes petits discours et ta posture de salle d'audience? Je n'ai pas répondu, j'ai simplement sorti mon téléphone de ma poche, laissé mon pouce appuyé sur enregistrer sans cérémonie, et je l'ai posé face contre table sur le coin de son bureau. Son attention est restée sur les documents, il n'a pas remarqué. Tu ne comprends pas, Arlin, a-t-il continué, le ton s'aiguisant. Cette entreprise, c'est plus que les bêtises sentimentales de grand-père. Elle avait besoin de stabilité, de structure, pas d'un idéaliste qui pense qu'avoir raison te vaut le respect. Et falsifier des signatures, ça fait aussi partie de la nouvelle structure, ai-je demandé doucement. Elias a ricané. Tu te crois au-dessus de ça? Tu crois que grand-père ne jouait pas ses propres jeux? Papa a tout nettoyé. Après l'enterrement, il a passé en revue chaque dossier, chaque compte, il le devait. Tu aurais tout ruiné. C'était là. Je n'ai pas bougé. Je n'ai pas scié. Je l'ai simplement laissé continuer à creuser. Il a passé une main dans ses cheveux, la frustration s'échappant par les fissures de son sang-froid. Tu ne comprends pas la pression, les attentes. Papa a fait ce qui était nécessaire. Tu as toujours été l'élément imprévisible. J'ai attendu, laissant le silence le pousser. Puis il s'est repris. Qu'est-ce que tu comptes faire avec ça? Demanda-t-il, soudain méfiant. Ses yeux se sont posés sur mon téléphone, la prise de conscience rampant sur son visage comme un poison lent. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je l'ai juste regardé dans les yeux et j'ai dit, je te donne le choix. De quel côté de cette histoire veux-tu être? Il m'a fixé et pendant un moment, j'ai vu quelque chose changer. Pas de culpabilité, pas de honte, juste du calcul. Tu as toujours pensé que la vérité gagne, a-t-il marmonné. Ce n'est pas le cas. Le pouvoir, si. Alors tu as déjà perdu, ai-je dit. Nous sommes restés là, dans un duel de regards,
des années de ressentiment tacite entre nous. Deux fils élevés dans la même maison, mais façonnés par des vérités différentes. Lui, à l'ombre des louanges. Moi, dans l'écho du silence. Je me suis retourné, j'ai marché vers la porte. Sur le seuil, j'ai fait une pause, j'ai jeté un dernier regard en arrière, non pas sur lui, mais sur les documents que j'avais laissés sur le bureau. Un appât. Un appât auquel je savais qu'il ne pourrait résister. Je suis parti sans un mot de plus. De retour dans ma voiture, j'ai attendu. Pas longtemps. Peut-être 5 minutes. Puis l'appel est arrivé. Je n'ai pas répondu. J'ai juste laissé la connexion se faire avec l'enregistreur de secours branché via Bluetooth. La voix d'Elias, tendue, urgente, s'est déversée dans le silence de la voiture. Papa, il sait tout. Qu'est-ce qu'on fait? Je suis resté assis là, moteur au ralenti, une petite respiration lente remplissant mes poumons. La guerre avait commencé, non pas avec des cris ou des procès, mais avec des mots qu'il pensait que personne d'autre n'entendrait. J'ai coupé le contact mais je n'ai pas bougé. Dehors, le matin s'était installé. Propre, vif, presque trop calme. Un contraste étrange avec le chaos que je savais attendre à l'intérieur de ces portes de verre. À 8 heures du matin, les marches de Gage Enterprises étaient bondées. Des camionnettes de presse, des journalistes, même un ou deux drones planant au-dessus comme des vautours. Les gros titres défilaient déjà sur les bulletins d'information du matin. Testament illégalement modifié, l'Empire Gage en péril. Il savait. Tout le monde savait maintenant. À l'intérieur de l'immeuble, la sécurité semblait plus tendue que d'habitude. L'un des gardes qui m'avait autrefois fait signe avec un sourire narquois évitait maintenant mon regard en passant. Il voit toujours l'uniforme en premier. Et je le portais aujourd'hui, non pas comme un costume, mais comme une déclaration, la robe de juge noir. Qu'il la lise comme les Écritures. Le téléphone de mon bureau a sonné alors que j'atteignais l'ascenseur. J'ai décroché sans vérifier. C'est toi qui as fait ça? La voix était vive, trop contrôlée pour être autre chose que furieuse. Bonjour à toi aussi, père. Tu penses que divulguer ces documents lave ton nom? J'ai fait une pause. Je n'ai rien divulgué. Silence. J'ai juste découvert la vérité, ai-je ajouté. Elle s'est divulguée d'elle-même. Il a raccroché. 1 heure plus tard, nous étions convoqués à la salle de réunion. Pas invités. Convoqués. Cette distinction comptait maintenant. Le dernier étage de l'immeuble avait la même apparence. Sol poli, longue table, une vue sur la ville derrière le siège du président, mais l'atmosphère s'était aigrie. Je suis entré en dernier, la pièce bourdonnant déjà de murmures agités. Victor était assis à la tête comme il l'avait toujours été, Elias à côté de lui, pâle et impassible. J'ai pris la chaise vide en face d'eux, j'ai posé mon téléphone sur la table. Pas de dossier cette fois, juste la vérité. Victor s'est raclé la gorge et a tenté son numéro d'ouverture. Poli, autoritaire. Toute cette situation a été un grave malentendu. Les affaires familiales sont devenues un spectacle public. Je vous assure que cela sera résolu en interne. Je ne l'ai pas arrêté. Je l'ai laissé parler. Le laisser creuser. Mon fils a mal interprété un certain nombre de questions privées. Clic, l'audio a été diffusé par le haut-parleur de la salle de réunion. Clair comme de l'eau de roche. La voix d'Elias, rauque et forte. Papa, il sait tout. Qu'est-ce qu'on fait? Puis, il a traité les papiers de grand-père après l'enterrement. La pièce est devenue silencieuse. Elias s'est agité sur son siège, la mâchoire serrée. Victor est devenu un peu plus rouge à chaque seconde. Tu penses que ça veut dire quelque chose? Des garçons parlent, des frères se disputent. Tu m'as appris à tordre les mots, père, ai-je interrompu. Mais grand-père m'a appris quand il se brise. Le président, Harold Lann, un homme qui connaissait grand-père depuis l'époque où ils ont construit Gage à partir de sûrs et de dettes, s'est penché en avant. Monsieur Gage, dit-il, la voix lourde, contestez-vous les documents? Victor n'a pas répondu. Il a regardé Elias. Elias a baissé les yeux. Ce silence en disait assez. Une motion a été proposée. Des votes ont été exprimés. Une par une, les mains se sont levées. Toutes sauf celles de Victor et d'Elias. Unanime. Victor a frappé la table de sa paume.
Tu penses que ça te rend meilleur que moi. Tu n'appartiendras jamais ici, Arlin. Tu étais une ombre à cette table à l'époque, et tu es une ombre maintenant. Je me suis levé lentement, j'ai lissé la robe sur mes côtés. Alors je construirai quelque chose qui ne nécessite pas d'ombre. Il a pointé un doigt tremblant vers moi. Ce n'est pas fini. J'ai souri. À peine. Ça ne l'a jamais été. Il est sorti en trombe. Les journalistes qui attendaient aux ascenseurs ont capturé chaque seconde. Elias a suivi, les épaules affaissées, les yeux vides. Je suis resté seul maintenant, juste moi dans le son de la ville qui bourdonnait en bas. J'aurais dû me sentir fier, vengé. Peut-être qu'une partie de moi l'était, mais surtout, je me sentais juste fatigué. J'ai regardé le siège que grand-père occupait autrefois lors des réunions d'entreprise. Personne ne s'y asseyait maintenant. Personne ne le pouvait. Plus tard dans l'après-midi, je suis retourné à mon bureau. J'ai replacé la bougie, toujours non allumée, sur mon bureau. Elle avait survécu aux tempêtes, à la trahison et au silence. Elle avait aussi survécu à l'espoir. Je suis resté assis là un moment à la regarder, pas encore prêt. Pas aujourd'hui. La pluie avait commencé juste après la tombée de la nuit, mais maintenant elle était implacable, s'abattant contre les hautes fenêtres du bureau comme si elle voulait entrer. Le vent hurlait sur la baie, et les vieilles planches sous moi gémissaient comme elles l'avaient toujours fait quand grand-père les parcourait encore. L'enveloppe était toujours là, non ouverte, lourde en quelque sorte, malgré sa petite taille. Je l'ai de nouveau fixée, comme je l'avais fait la nuit dernière, comme ce matin. Mon nom écrit à l'encre inclinée sur le devant. Pas d'adresse de retour, pas de marque, juste ça. Et je savais déjà de qui il s'agissait. Je l'ai prise, l'ai tenue dans ma paume. Le tonnerre a éclaté tout près et les lumières ont vacillé une fois. Je n'ai pas tressailli. J'avais dépassé le stade du tressaillement. J'ai déchiré l'enveloppe. À l'intérieur se trouvait une lettre pliée, froissée par trop de temps. Et en dessous, une enveloppe plus petite, plus vieille, jaunie, scellée d'un cachet de cire rouge. L'écriture de grand-père. Je la reconnaîtrais n'importe où. Mais d'abord, la lettre du dessus. Je l'ai dépliée lentement, mes mains plus froides que je ne le pensais. Les premiers mots m'ont coupé le souffle. Tu penses que je te détestais, mais tu me rappelles trop qui j'étais. Je ne supportais pas de voir ma faiblesse se refléter en toi. C'était l'écriture de Victor. Sa voix résonnait à travers chaque phrase, plate, mesurée, mais pas sans émotion. Non, cette fois, elle se lisait comme quelque chose d'inachevé, quelque chose de laissé derrière. Tu m'as défié de manière que je n'étais pas assez homme pour affronter. Tu étais tout ce que je ne pouvais pas contrôler. Ce n'est pas une excuse, juste la vérité. Je me suis assis. La tempête était étouffée derrière des murs épais, mon pouls plus fort que n'importe quel tonnerre. Mon père, l'homme qui avait dit un jour à une salle pleine d'investisseurs que j'étais trop tendre pour les affaires, avait écrit ça, avait essayé, et puis je l'ai vu, la ligne en bas. Si tu lis ça, ça veut dire que je n'ai jamais réussi à le dire à voix haute. En dessous, la deuxième enveloppe. Mes doigts tremblaient alors que je brisais le seau de cire. À l'intérieur, ce n'était pas un document légal. Pas de tampon d'avocat, pas de témoin, juste une lettre manuscrite datée de 3 semaines avant la mort de grand-père. S'ils te privent un jour de mon nom, souviens-toi que je n'ai jamais construit cette entreprise pour eux. Je l'ai construite pour que tu puisses apprendre à reconstruire tout ce qu'ils détruisent. Je te vois, Arlin. Je t'ai toujours vu. Et si Victor trouve cette lettre avant toi, pardonne-lui. Il était un meilleur père avant d'apprendre à chasser des fantômes. Je n'ai pas pleuré. J'en avais envie, mais les larmes s'étaient taries quelque part entre la colère et l'épuisement. Tout ce que je pouvais faire, c'était rester assis là, tenant les 2 lettres, l'une de l'homme qui m'a élevé dans le silence, l'autre de l'homme qui m'a élevé dans l'ombre. Vous avez tous les 2 transformé l'amour en champ de bataille, ai-je marmonné. La cheminée crépitait, une faible chaleur contre le froid qui s'infiltrait dans mes os. Je me suis levé, j'ai pris la bougie, celle que grand-père n'a jamais allumée à mon anniversaire, et je l'ai portée jusqu'à l'âtre. Mon pouce a craqué l'allumette. La flamme était petite au début, mais stable. Elle a pris la mèche et a brillé, projetant une douce lumière dorée dans la pièce. Pour la première fois, la bougie brûlait. J'ai placé les lettres pliées en dessous, la cire coulant comme le temps scellant une blessure. On a frappé, doucement, hésitant. Je me suis retourné.
La tempête hurlait toujours dehors, mais le coup est revenu. J'ai ouvert la porte pour trouver Elias, trempé, frissonnant, les yeux injectés de sang, pas de parapluie, pas de manteau, juste une chemise trempée collant à son corps et des mains serrées à ses côtés comme s'il ne savait pas s'il devait frapper à nouveau ou fuir. Il avait l'air petit. Papa est parti, dit-il, la voix brisée. Crise cardiaque. Je l'ai fixé. Il ne mentait pas. Je n'ai pas demandé comment il le savait. Je n'ai pas demandé dans quelle pièce il était mort. Je n'ai même pas demandé s'il était seul. Il t'écrivait, a ajouté Elias, plus doucement maintenant. Quand c'est arrivé. Je me suis écarté, je n'ai pas parlé, je lui ai juste tendu une serviette du porte-serviette près de la cuisine. Il l'a prise en hochant la tête. Ne m'a pas remercié. N'en avait pas besoin. Nous nous sommes assis dans le bureau. Pas de mots. Juste deux frères avec trop de distance entre eux et aucune idée de comment la franchir. Ses yeux ont trouvé la bougie, la petite lueur orange contre le bois sombre. Cette bougie, a-t-il murmuré. Il l'allumait chaque fois qu'il parlait de toi. J'ai regardé la flamme. N'ai pas répondu. Les minutes ont passé. Finalement, Elias s'est penché en avant, les coudes sur les genoux. Il nous a fait croire que tu t'en fichais. Je me suis tourné vers lui. Pas durement, juste fatigué. Peut-être que je ne me suis pas assez battu pour prouver que si. Il a hoché la tête, déglutissant difficilement. Nous ne nous sommes pas étreints. Nous n'avons pas dit pardon. Mais quelque chose est passé entre nous. Peut-être pas le pardon, mais quelque chose comme la compréhension. Dehors, la tempête continuait de faire rage. À l'intérieur, quelque chose de plus calme a commencé à s'installer. Aucun de nous n'a beaucoup parlé après ça. Le feu s'était éteint, et la flamme de la bougie s'est amincie en une douce lueur, presque prête à s'éteindre, comme si elle avait fait son travail et pouvait se reposer. Nous n'avons pas dormi. Nous n'en avions pas besoin. Le matin venu, la tempête était passée. Le ciel s'est ouvert sur une lumière dorée pâle, et le vent a emporté les dernières gouttes de pluie vers la mer. Je l'ai regardé depuis le bord de ma terrasse, le café intact dans ma main, la robe de chambre soigneusement pliée sur mon bras. Le silence n'était plus lourd. Il était propre, comme une page tournée. Le trajet jusqu'au cimetière était silencieux, juste Elias et moi dans ma voiture, aucun de nous ne tendant la main vers la radio. L'enterrement était modeste. Pas de caméra, pas de condoléances de gens qui ne l'avaient jamais aimé de son vivant. Juste un pasteur avec une voix aimable. 2 membres du conseil d'administration de l'entreprise. Un assistant juridique du cabinet qui avait géré sa succession. Et nous, les fils Gage. La tombe de Victor faisait face au Pacifique, là où le bord de la falaise cédait la place à une eau grise et un horizon sans fin. Il l'avait demandé. Apparemment, quelque chose à voir avec le fait de savoir où le pouvoir se termine. Je n'ai pas demandé ce que cela signifiait. Je n'en avais pas besoin. Elias se tenait les mains dans les poches de son manteau, les yeux rouges mais secs. Il ne parlait pas. Ne regardez pas dans ma direction. Je n'ai pas insisté. Quand le pasteur s'est reculé, le silence s'est étiré assez longtemps pour qu'il soit clair qu'il s'attendait à ce que quelqu'un dise quelque chose. Quelqu'un devait parler pour l'homme dans la terre. Ils se sont tous tournés vers moi. Je n'ai pas déplié la robe. Je l'ai tenue à mon côté comme un drapeau jamais hissé. Mon père croyait que l'héritage se construisait par le contrôle, ai-je commencé, la voix stable, les yeux sur les vagues au-delà. Mon grand-père croyait qu'il venait de la création. J'ai appris qu'il vient du courage. Le courage d'affronter ce que nous nous sommes fait les uns aux autres. Je n'ai pas parlé longtemps. Je n'en avais pas besoin. Pas d'excuses, pas d'absolution, juste la vérité dite doucement dans le vent. Alors que je me reculais, Elias s'est agité à côté de moi. Il a sorti un petit dossier de son manteau et me l'a tendu sans un mot. Je l'ai ouvert. À l'intérieur se trouvait une page notariée, une signature numérisée et une note de la main de notre père. Elias ne m'a pas regardé pendant que je la lisais. Si mes fils se tiennent un jour à nouveau ensemble, tous les actifs restants reviendront à la propriété conjointe sous le nom de Gage Brothers Holdings. Mon souffle s'est coupé, non pas de choc, mais de quelque chose de plus compliqué, de plus profond. L'assistant juridique s'est avancé. C'est valide. Il l'a signé une semaine avant. Elle s'est interrompue. N'a pas terminé la phrase. Je n'ai rien dit non plus.
Pour la première fois de notre vie, Victor Gage nous avait donné quelque chose sur lequel nous ne pouvions pas nous battre. Pas de domination, pas de dette, juste quelque chose de partagé. Quand le pasteur a signalé la fin, le cercueil a été descendu. Pas de discours, pas de rose. Elias et moi sommes restés côte à côte au bord de la falaise par la suite, le vent pressant contre nos manteaux. La mer en bas se brisait et se retirait, ce rythme de destruction et de retour. Nous l'avons regardé pendant un long moment. Il a rompu le silence. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? J'ai gardé les yeux sur l'eau. On commence par le silence, ai-je dit. Puis peut-être quelque chose de mieux. Pas de promesse, pas de grand plan, juste une possibilité. Nous ne nous sommes pas serré la main. Nous ne nous sommes pas étreints, mais quand nous sommes partis, nous avons marché vers la même voiture. Ce soir-là, je suis rentré seul à la maison. Je n'ai pas allumé la cheminée. Le silence suffisait. J'ai pris la bougie, celle qui m'avait suivi à travers les pièces et les chapitres comme une ombre tenace. Je l'ai placée sur le rebord de la fenêtre, face à l'océan. Pour la première fois, je n'ai pas craqué d'allumette. Au lieu de cela, j'ai laissé la lumière du soleil toucher la mèche. Laissé le vent traverser la maison sans interruption. Laissé le souvenir du feu devenir paix, pas preuve. J'ai enlevé ma montre, posé mon téléphone, plié la robe une dernière fois et je l'ai portée jusqu'au sable juste avant le crépuscule. La marée était basse, la plage large et vide. J'ai laissé la robe tomber là, sa forme légère se pliant dans le rivage. Pas de caméra, pas d'applaudissements, juste moi debout à l'endroit où l'héritage s'est terminé et où quelque chose de réel a commencé. Et pour la première fois, je ne me suis pas senti effacé. Je me suis senti écrit. Ils m'ont effacé parce que je ne correspondais pas à leur version du succès. Mais j'ai appris que le vrai pouvoir n'est pas la vengeance. C'est la paix gagnée à la dure. Et peut-être, juste peut-être, que c'est le seul héritage qui vaille la peine d'être laissé. J'ai marché en direction de la maison, pieds nus dans le sable. Le ciel devenait orange, la bougie toujours intacte. Pas de feu cette fois.